Je suis bien heureux de me retrouver avec vous, parce que je suis venu pas mal de fois à Givisiez, et donc je connais bien l'école. Et je ne sais pas ce qu'elle est devenue, parce que quand on me parle de hautes études, je me dis, on va dans les sommets. Je ne suis pas contre les sommets, mais je suis plutôt un homme de terrain, moi. Pas du terre-à-terre, mais un homme de terrain, c'est-à-dire que je crois que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris sur le terrain. D'abord parce que quand j'ai commencé, il n'y avait pas de formation, alors c'était pas compliqué. Et il fallait s'inventer la formation, et il fallait s'inventer le travail. C'était pas mal de s'inventer le travail, parce que au moins nous avions beaucoup d'initiatives et beaucoup de possibilités. C'est un peu ce que j'ai essayé de relater dans deux de mes livres qui s'appellent L'action sociale aujourd'hui et Profession éducateur. Les deux que je considère comme étant ceux auxquels je me suis consacré le plus. Voilà, j'ai choisi ce thème de travail, je ne vous cacherai pas, parce que je suis un peu inquiet. Je suis un peu inquiet, je ne sais pas ce qu'il en est en Suisse, mais dans mon pays, je dirais, le social est dans une telle régression que je me demande si on n'arrive pas à sortir du marasme dans lequel on se trouve. Je me demande si la profession d'éducateur existera encore dans 10 ans. Je vous dis les choses bien simplement. C'est le fruit d'un séminaire que nous avons conduit. Vous avez eu Michel Chauvière, vous avez, avec un certain nombre de gens, 80 personnes, pendant 2 ans et demi, et qui a donné lieu à cette revue qui s'appelle « Demain, quelle politique sociale de solidarité ?» On a essayé de déconstruire tout ce qui permet au social et à l'éducatif d'exister, et à partir de là, de faire des propositions concrètes. Vous savez que nous sommes en période d'élection présidentielle, donc c'est pas inintéressant de faire des propositions concrètes. Est-ce que nous serons entendus? Les politiques ne liront pas ça, il ne faut pas se faire d'illusions, mais on a fait des 4 pages, qui sont des choses relativement faciles à lire, qu'on leur distribue, et on espère tout de même que ces 4 pages, ils arriveront à les lire et à comprendre ce que nous avons essayé de faire depuis 2 ans et demi en réunissant dans ce séminaire tout ce qui constitue un peu, je dirais, les gens qui participent au social, c'est-à-dire pas simplement les éducateurs, pas simplement les assistantes de services sociaux, mais aussi les psychologues, les juges des enfants, les avocats, les médecins, les enseignants, parce qu'il semble que c'est ensemble qu'on peut reconstruire quelque chose qui s'est progressivement déconstruit depuis une dizaine d'années. Mais pour essayer de faire ça, c'est pourquoi j'ai un peu intitulé ma conférence « Et peut-être demain », parce que je suis un peu dans l'incertitude par rapport à demain. Mais on a essayé tous ensemble de réfléchir à la manière dont les choses ont évolué. Alors, je vais essayer de le faire à grand. Je ne suis pas un historien, moi. Je raconte des histoires, j'aime bien raconter des histoires. Mon dernier bouquin s'appelle d'ailleurs « L'action sociale racontée à mon voisin », parce que mon voisin, il ne comprend rien à ce que je fais, et que j'avais envie de lui expliquer, à travers des histoires de vie, que les gens qui croisent dans l'escalier, dont il avait parfois un peu peur au début, sont des gens comme tout le monde, mais qu'il faut accompagner d'une certaine manière, à condition de ne pas avoir peur d'eux et de comprendre qu'on peut être différent de la norme. Et je reviendrai sur cette question de la norme, parce qu'elle est aujourd'hui, je crois, une des notions qui met en péril notre travail. Si on essaye de s'interroger sur la genèse des choses, au début, il y a toujours eu des gens qui se sont occupés des autres qui ne vont pas bien.
Mais au début, ça s'appelait la charité. C'est-à-dire que c'était des attitudes individuelles, ou bien des groupements, des petits groupements d'organismes qui se destinaient, souvent des congrégations, qui se destinaient à aller vers ceux qui n'allaient pas bien, pour essayer de les aider à retrouver une place dans la société. Un des exemples importants pour moi, je dis un des exemples importants parce que j'ai eu l'occasion d'étudier toute sa correspondance, c'est Vincent de Paul. On dit que Vincent de Paul, c'était l'apôtre de la charité, peut-être. Mais c'était surtout un fin politique et un véritable révolutionnaire. Quand on lit, par exemple, sa correspondance, il dit aux filles de la charité, il dit « Je ne vous envoie pas à la rencontre des pauvres pour que vous les ameniez à avoir les mêmes normes que vous, mais que pour qu'avec eux, vous créiez des formes nouvelles. » Et il disait aussi, quand on est dans le social, il faut à la fois avoir un pied sur le terrain et un pied, lui disait, dans l'antichambre du roi. Et c'est vrai que Vincent de Paul, il était capable de remplacer un galérien, et en même temps, une fois qu'il avait fini sa galère, d'aller dire au roi ce qu'il pensait d'un certain nombre de choses qui se passaient dans son pays. Vincent de Paul, c'est vraiment pour moi un exemple de quelqu'un dont la figure a été un peu appauvrie par la mièvrerie d'un certain nombre de reproductions qui ont fait de lui un homme bon qu'il était. Il était forcément bon, mais pas seulement bon. Il était aussi politiquement constructif. Et les filles de la charité, c'était pas des gens qui devaient remettre les gens dans le bon chemin, mais, si on lit sa correspondance, qui devaient trouver avec eux le chemin qui leur permettait de retrouver une place dans la société. Je ne sais pas si vous aviez eu idée de ce qu'était Saint Vincent de Paul. Il est saint en plus, il a été sanctifié, mais c'était surtout un grand homme. Et un grand homme sur le plan social qui a fait faire des progrès à des tas d'idées. Il y en a eu d'autres comme ça dans le passé. Il y avait par exemple en Espagne un gars qui s'appelait Vallès, et qui a été un des créateurs de l'éducation populaire. Pourquoi? Parce qu'il était précepteur du roi. Et il se rendait compte que le roi, il ne comprenait rien au sujet de son royaume. Alors, il a essayé de faire en sorte d'expliquer au roi un certain nombre de choses, et il a créé des lieux d'éducation populaire pour que les gens qui n'avaient pas droit à la connaissance puissent y accéder. Tout ça, c'est des choses qui remontent dans le lointain. Je vous ai parlé là, Vallès, c'est la Renaissance, Vincent de Paul, c'est le XVIIe siècle, et c'est des grands ancêtres. Des grands ancêtres qui ont sans doute permis d'ailleurs la suite. Parce qu'on est passé dans un deuxième temps de la charité, c'est-à-dire on se penche sur les gens pour, etc., à l'assistance. Et l'assistance qui était une assistance individuelle au départ devient tout à coup une assistance publique. Pourquoi? Parce qu'il y a un mec que vous connaissez bien, puisqu'il était dans la région, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, qui a écrit le contrat social. Et que dans le contrat social, il disait que l'État était responsable du fait qu'un certain nombre de gens n'arrivaient pas à vivre correctement. J'ai essayé de dire ça, moi, à Nicolas Sarkozy, je ne sais pas s'il a bien entendu. Parce que c'était important que tout à coup, on prenne conscience qu'il y avait une responsabilité au-delà des personnes, une responsabilité sociale. Et que la société, elle était là pour faire une place à tout le monde.
à condition qu'elle le veuille bien. Bon, il a fallu la révolution de 89 avec tous ces excès pour que tout à coup se crée ce qu'on a appelé l'assistance publique. Et le mot d'assistance a progressivement remplacé celui de la charité individuelle, c'est-à-dire que l'État s'est dit, puisque je suis responsable des gens, et que j'ai dit que les gens, ils avaient droit à la liberté, à l'égalité, à la fraternité, il faut que je crée les conditions qui le permettent. C'est là qu'un service public a commencé à se créer. L'assistance est nécessaire. Je ne critique pas l'assistance. Moi, quand mon président de la République dit que nous sommes des gens qui générons des générations d'assistés, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Parce que, connaissant les difficultés des gens, je sais que s'il n'y a pas, à un certain moment, une assistance, ils crèvent. Alors peut-être que dans l'esprit de certains, c'est le prix à payer pour le confort des autres. Mais on ne peut pas, nous, travailleurs sociaux, se contenter de cette réflexion. On a besoin de dire, il y a autre chose à faire. Donc assister, oui, assister à condition que les gens assistés ne soient pas des objets de pitié, de compassion. J'ai rien contre la compassion, mais je veux dire qu'ils soient aussi considérés comme sujets et acteurs. C'est-à-dire que progressivement, dans le développement de l'évolution de leur vie, à partir de l'assistance qui leur a été apportée, ils deviennent co-auteurs de leur projet de vie. Et ce n'est pas pour que tout à coup on leur dise on vous donnera une assistance si vous avez un projet, ça c'est du chantage. Assister quelqu'un, c'est lui dire voilà, on va vous aider, mais on va essayer de réfléchir avec vous sur ce qui peut arriver ensuite. Et c'est là que tout à coup apparaît un personnage central que nous sommes, c'est-à-dire l'éducateur. Pourquoi apparaît-il à ce moment-là? Parce que educere, dans la racine latine, ça veut dire conduire les gens au-delà d'eux-mêmes, c'est-à-dire leur permettre de se développer. Je dis bien créer les conditions qui leur permettent de se développer. On ne développe pas quelqu'un malgré lui. Il y a une volonté à avoir et par conséquent, il y a une attitude éducative à avoir qui est celle qui finalement, au bout du compte, aboutit avec le mot accompagnement. Qu'est-ce que c'est qu'un accompagnement? C'est un partage, un échange. Le compagnon, c'est celui avec qui on partage le pain. Et quand on va vers ceux qui sont en difficulté, on partage leur vie pendant un certain nombre de temps. On échange avec eux pour que de leur situation puisse sortir l'ouverture nécessaire. Et ça, c'est pour moi le nec plus ultra de la profession d'éducateur. C'est bien, l'éducateur, c'est celui qui va à la rencontre et qui va, par le partage, l'échange, que ce soit autour d'une table, que ce soit autour d'un pot, que ce soit autour d'une histoire, que ce soit autour de ce qu'on voudra, va tout à coup permettre aux gens de réfléchir sur eux-mêmes pour qu'ils trouvent le chemin qui leur correspond. Je dis bien le chemin qui leur correspond. Moi, quand j'ai commencé comme éducateur, on m'avait dit, un grand ponte là m'avait dit, tu remets les gens sur le bon chemin. Mais je n'avais pas encore lu Saint Vincent de Paul, je l'ai lu après.
Hein. Il faut dire que le bon chemin, je n'ai jamais trouvé. Alors, je ne sais pas ce que c'est que le bon chemin. Hein. Et je me suis dit que ce qui était important, c'est qu'ils soient sur leur chemin. Et que je trouve avec eux le chemin qui correspond à ce qu'ils sont. Et c'est là que, justement, le nec plus ultra du métier d'éducateur arrive. C'est que, à partir de là, ça veut dire que nous sommes des créateurs avec les gens à la rencontre desquels on va. Il faut aussi se poser la question de la rencontre. Je disais tout à l'heure à Maurice, moi, ce qui m'a beaucoup intéressé dans la vie, c'est de rencontrer un certain nombre de gens. Et par exemple, j'ai rencontré le père Joseph d'Athédé-Carmonde. J'étais à ce moment-là directeur d'un établissement qui recevait des jeunes sortant de prison ou prêts à y aller ou venant de l'hôpital psychiatrique. Et moi, en tant que directeur, j'aime bien laisser ma porte ouverte parce que comme ça veut dire qu'on est disponible. Une porte ouverte, c'est toujours meilleur qu'une porte fermée. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que c'est plus facile de rentrer quand une porte est ouverte. Et ça m'a toujours semblé qu'un directeur, c'était celui qui devait être disponible à ce qui pouvait arriver, que ce soit chez les sujets dont on s'occupe, que ce soit parmi les membres du personnel. Bon. Donc ma porte était ouverte et je vois rentrer un bonhomme, je ne sais pas si vous voyez un peu qui était le père Joseph, une bonne carrure, un béret, il rentre et il me dit « C'est toi le directeur ?» Je le regarde et je lui dis « Oui, pourquoi ?» Alors il me dit « Quand est-ce que tu arrêteras de faire des conneries ?» Ah. Je me dis « Bon, il faut que je m'explique. » Je lui dis « De quelle connerie s'agit-il » Alors il me dit « Tu sais, je suis curé d'une paroisse. Et là, j'ai parmi mes paroissiens 2 garçons qui sont chez toi. Et tu convoques les parents et tu râles parce qu'ils ne viennent pas. » Et il me dit, tu sais, c'est pas compliqué. Hein. Les pauvres, on ne les convoque pas. On va à leur rencontre. Et si tu ne vas pas à leur rencontre, ils ne viendront pas parce que la convocation, ça les stresse. Ils ont l'impression qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et que par conséquent, ils vont essayer de ne pas y répondre pour essayer d'éviter le blâme. Et il m'a amené chez eux. Et c'est vrai que j'ai bu le café chez eux. Je ne sais pas si c'est déontologique ou pas. On m'a dit qu'il ne faut jamais avoir des rapports trop près. Est-ce que boire un café, c'est un rapport trop près? J'en sais rien. De toute façon, je m'en fous. Ce qui me paraît important, c'est d'avoir pu partager avec eux une tasse de café qui m'a permis de partager ensuite beaucoup d'autres choses. Et qui nous a permis ensemble de travailler à ce que les enfants qui étaient chez moi, les adolescents, trouvent eux-mêmes les solutions à leurs problèmes au bout d'un certain temps, aidés par leurs parents et par la liaison entre les parents et l'équipe éducative. La rencontre. Ça, vraiment, pour moi, ça a été... Les pauvres, on ne les convoque pas, on va à leur rencontre. C'était vraiment le coup de pied dans les fesses dont j'avais besoin pour aller un peu plus loin dans mon travail. Et pour me dire que je n'étais qu'un rouage à l'intérieur d'une société, mais que ce rouage pouvait être important si je quittais mon rôle pour être en relation avec les gens sans perdre pour autant mon statut. Quand on dit par exemple à des éducateurs, vous savez, prendre un peu de distance. Moi, je dis la distance, c'est une erreur. Parce que quand quelqu'un sent que vous ne l'intéressez pas vraiment, il n'est pas en état de faire des efforts pour pouvoir se sortir lui-même progressivement des difficultés dans lesquelles il se trouve. Alors c'est comme ça que progressivement, le social a changé de nature. De l'assistance, il est passé à
la coopération et à l'accompagnement. Je me rappelle d'ailleurs, je disais à Maurice tout à l'heure, que j'étais venu dans cette région un jour assister à ce que j'ai beaucoup aimé, c'est-à-dire à une synthèse dans laquelle celui qui était l'objet ou le sujet de la synthèse avait invité tous ceux qu'il désirait avoir autour de lui. Parce que moi, mon premier licenciement, c'est dû à ça. C'est que j'ai amené en synthèse les jeunes avec lesquels je travaillais parce que je trouvais que ce n'était pas possible qu'on parle des gens sans qu'ils soient présents pour dire un peu ce qu'ils pensaient eux-mêmes. Et comme mon directeur n'était pas d'accord, il m'a dit que je n'étais pas du tout scientifique, hein, que je faisais du bricolage, hein, et que si je voulais rester, hein, il fallait que j'arrête. Hein, alors je suis parti. Hein, il m'a dit quand on travaille avec moi, on se soumet ou on se démet. Comme je n'avais pas l'intention de me soumettre, je me suis démis. Je n'ai pas été licencié, mais j'ai préféré partir. À ce moment-là, ce n'était pas un problème d'indemnité. C'était pour moi un problème d'éthique. Hein, je ne pouvais pas continuer à participer à une comédie à laquelle je ne croyais pas. Et toute ma vie, après, quand j'ai été directeur, j'ai pu amener les gens aux synthèses et faire... Mais là, je me rappelle cette synthèse-là, dans le coin, hein, où le gars, non seulement il avait invité un certain nombre de gens du personnel, bien sûr, mais il avait aussi invité un de ses collègues. Et tout à coup, quand ça bloquait, le collègue, il avait apporté une boîte de chocolat. Et alors, quand il sentait que ça bloquait, il ouvrait sa boîte et il faisait le tour des gens avec sa boîte de chocolat. Je trouvais ça formidable. Hein, et malheureusement, j'ai perdu le film qui avait été fait. Hein, je l'ai perdu parce que je l'ai prêté. J'ai l'habitude de prêter pas mal. Et quelquefois, les gens ne me le rendent pas. Hein, je regrette parce que c'était vraiment un très grand moment pour moi de vie institutionnelle où l'accompagnement existait dans toute sa splendeur. Alors si j'insiste un peu sur ces éléments, c'est parce que aujourd'hui, on est souvent en face d'une demande d'efficacité. Je me suis occupé pendant 20 ans du théâtre du fil. Théâtre du fil, c'est un éducateur qui a eu l'idée un jour avec un comédien de créer une troupe, hein, et de recevoir les jeunes en difficulté pour leur permettre de faire du théâtre. Il y a des ministres de la Justice qui n'ont pas toujours compris parce qu'ils croyaient que faire ça, c'était récompenser les gens. Parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que faire du théâtre. Ils ne savent pas le travail que ça demande. Ils croient que comme ça, c'est un plaisir gratuit. Non, le théâtre, c'est quelque chose d'important qui permet aux gens de s'exprimer, de se retrouver à travers des personnages, de faire qu'un passage à l'acte ne se fait pas, puisque au théâtre, on peut assassiner quelqu'un à condition de ne pas l'assassiner réellement. Donc il y avait toute une série d'éléments, hein, et quelquefois, quand les gens arrivaient, on me disait, il faudrait que dans 3 mois, ils soient prêts. Ça va pas. Quand l'administration a des exigences de ce genre, c'est qu'elle n'a rien compris au film. Hein? Mais aujourd'hui, on nous demande souvent ça, l'efficacité, et on construit des grilles d'évaluation, hein, qui nous demandent de, au jour le jour, indiquer les progrès. Comme si, d'abord, ça pouvait être collectif. Il y a des gens, je ne sais pas, qui peut-être en 3 mois arrivent à se restructurer. Et puis il y a des gens qui mettent, je disais parce que c'est un exemple que j'ai souvent donné au Théâtre du Fil, il y a des gens qui mettent 6 ans. Et alors, que ça peut foutre si en définitive, après ce chemin, ils trouvent leur place dans la société. Pas la place qu'on leur désigne, leur place. Et une des grandes victoires du Théâtre du Fil, ça a été, vous savez, un des derniers ministres de la Justice qu'on a eu, M. Perben, il n'avait rien compris.
hein. Et il disait que ce n'était pas possible de continuer avec le théâtre du film parce que les gens rentraient tard et qu'il fallait qu'à 10 heures ils soient couchés. Est-ce que c'est un ministre de la Justice, en quoi ça le regarde? Mais enfin bon, hein, il avait comme ça une notion du règlement. Qu'est-ce que vous voulez faire du théâtre si vous rentrez à 10 heures le soir? Vous ne pouvez pas jouer en soirée. Si vous jouez en soirée, vous rentrez à 2 heures du matin. Hein? Tous ceux qui ont fait du théâtre le savent bien. Hein? Parce qu'il y a le théâtre, puis il y a la bouffe après, un peu. Et puis autour de la bouffe, tout ce qui se dit s'échange et permet à chacun d'avoir un certain nombre d'éléments. Alors, M. Perben, il n'était pas content, et il a dit, puisque vous êtes dans un des locaux de l'éducation, enfin, ce qu'on appelait l'éducation surveillée, qui était devenue la protection judiciaire de la jeunesse, je vous mets dehors. Bon. Alors, c'était très drôle parce qu'il voulait remplacer un internat où les gens étaient volontaires pour être en internat par un internat fermé dans lequel les gens n'étaient pas volontaires pour être en internat. Hein? Faut être un peu stupide quelquefois pour inventer des choses de ce genre. Et alors, il a dit, bon, hein, si vous ne déménagez pas, je vous envoie les CRS. Et moi, je lui ai dit, écoutez, c'est pas compliqué. Si vous envoyez les CRS, moi, je convoque tous les journalistes. Hein, et ce sera très drôle à voir dans le journal demain. Du coup, ils ont calé. Hein. Oh, ils ne nous ont pas conservés tout de même. Ils ont fait les choses beaucoup plus subrepticement. Ils ont muré les fenêtres et progressivement muré les portes, ce qui nous a obligés à chercher un lieu ailleurs. Heureusement, c'était à Savigny-sur-Orge. Moi, j'étais très copain avec le maire de Grigny à côté, et le maire de Grigny nous a dit, moi, je vous accueille, les bras ouverts. Et on a continué à avoir nos ateliers à Savigny, parce que là, on ne pouvait pas les murer. Hein, les ateliers étaient ouverts au grand jour. Et on a résidé à Grigny. Mais c'est pour vous dire que quelquefois, dans l'esprit des gens, il y a une difficulté à comprendre ce que nous voulons faire parce qu'ils attendent de nous quelque chose qu'on ne peut pas leur donner. L'autre jour, dans un département, les assistantes sociales me font voir une circulaire qu'elles viennent de recevoir. Le président du Conseil général signait. Je ne sais pas lui qui avait fait forcément la circulaire, mais enfin, il signait. Hein, et il disait les entretiens ne doivent pas durer plus d'un quart d'heure. Non, mais le président du Conseil général, il signe quelque chose qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce que c'est qu'un entretien? Un entretien, quelquefois, ça dure 5 minutes, et il n'y a pas besoin de plus, et quelquefois, ça dure 2 heures. Hein? Parce que les gens, ils n'ont pas la même chose à dire. Et ils ne sont pas dans la même situation quand on a un entretien avec eux. Borner un entretien à un quart d'heure, c'est dire qu'il n'y a plus d'entretien possible. Hein? Et moi, j'ai conseillé à ces assistantes sociales de désobéir. Hein? Ce qu'elles ont fait, et j'ai écrit une grande lettre au président du Conseil général pour lui expliquer pourquoi son propos n'avait pas beaucoup de sens. Comme il était intelligent, il l'a compris. Mais il m'a dit, c'est pas moi qui ai fait la circulaire, c'est mes services. Eh bien, j'ai dit, vos services, il faut que vous les mettiez au parfum, parce que ça veut dire que vous acceptez que vos services définissent un travail dont vous êtes responsable en définitive, et qui ne permet pas aux gens de travailler dans de bonnes conditions. Alors, c'est vrai que pour faire ce travail d'accompagnement, il y a un certain nombre de valeurs qu'il faut retrouver. Et on a essayé de le faire pendant ce séminaire. La première valeur, c'est de se dire que chez tout homme, il y a un potentiel utilisable. Je suis complètement furieux de voir que dans notre
société d'aujourd'hui, un certain nombre d'éducateurs disent qu'il y a des incasables. Est-ce qu'ils ont mesuré ce que ça veut dire? Incasable, ça veut dire qu'il n'y a pas de case pour quelqu'un dans la société. On ne peut pas le mettre quelque part. Hein, ça veut dire qu'on le condamne à mort, finalement. S'il n'y a pas de case pour lui. Alors ce mot m'horripile, et je me rappelle qu'avec Fernand de Ligny, en 1947, j'ai commencé en 1946, on avait créé la Grande Cordée. La Grande Cordée, c'était l'idée de Ligny, c'est dire, on nous envoie des jeunes qui sont souvent des vagabonds. Hein, et on voudrait qu'on les enferme alors qu'ils ont envie de bouger. Hein, il dit, c'est le contraire qu'il faut faire, c'est leur permettre de bouger. Leur permettre de bouger en structurant. Alors, à l'époque, il existait des auberges de jeunesse très intéressantes, avec des pères aubes et des mères aubes, hein, qui étaient de véritables éducateurs. Alors, on avait fait un réseau, la Grande Cordée, et on disait aux jeunes qu'on recevait, voilà, ben, tu vas aller à tel endroit ou à tel autre endroit, tu as un certain nombre de lieux possibles, tu y restes le temps que tu voudras, et puis quand tu as envie de changer, tu changes. Hein, puis le jour où tu te sens bien quelque part, eh ben, ce sera ta case, tu t'arrêtes là et tu vois ce que tu peux en faire. Alors après ce séminaire, on a décidé de faire la Grande Cordée. Hein, mais pas avec les auberges de jeunesse parce qu'elles sont devenues des hôtels à bon marché, mais avec un certain nombre d'institutions qui sont d'accord pour réserver dans leur maison un lit à quelqu'un qui passe. Et je crois que ça va aider un certain nombre d'incasables à finalement retrouver une case quelque part. Parce que qu'un éducateur, qu'un président de conseil général me dise qu'il y a des gens qui sont incasables parce qu'ils pensent à la sécurité et qu'il a un peu peur, ok, tout le monde ne peut pas avoir la perception éducative. Mais qu'un éducateur qui est fait pour aider un certain nombre de gens à reprendre dans la société une place puisse se dire que ce n'est pas possible, hein, et que les institutions qui ont été créées spécialement pour permettre à un certain nombre d'enfants et d'adolescents et d'adultes exclus des circuits ordinaires de trouver un endroit, qu'un éducateur puisse dire ils sont incapables et qu'une institution le foute dehors, ça ne me paraît pas possible, ni pensable. Or, c'est malheureusement quelque chose qui est devenu relativement courant. L'éducation nationale évacuait les gens qu'elle considérait ne pas pouvoir recevoir parce qu'ils étaient trop différents des autres. On a été créé pour les recevoir. Et si nous, on les exclut à notre tour, qu'est-ce qui arrive? Eh bien, il n'y a plus que la rue. Et s'il y a beaucoup de jeunes en errance, hein, c'est aussi parce que, à force de ne pas accepter de faire notre travail d'accompagnement de jeunes et d'enfants difficiles que les autres ne peuvent pas supporter, hein, on finit par avoir une deuxième éjection, et cette éjection met les gens dans la rue. Quand on met les gens dans la rue, c'est les confronter au risque et confronter les autres au risque qu'eux-mêmes peuvent faire courir. Quand je vous disais que la société d'aujourd'hui, elle ne va pas très bien, hein, je vous le disais parce que justement, quand on parle d'incasable, ça veut dire qu'on ne croit pas que chez ces gens en question, il existe un potentiel utilisable. Or ça, c'est la première philosophie de l'éducateur. S'il ne croit pas qu'il y a en chacun de ceux qu'il rencontre un potentiel utilisable, s'il ne le cherche pas avec la personne, il ne fait pas son boulot.
Vous allez me dire, il y a tout de même des gens insupportables. Pas pareil, incasables et insupportables. Moi, dans mon établissement, j'ai jamais foutu quelqu'un dehors. Mais il y avait quelquefois des gens qui étaient difficilement supportables. Hein? Alors moi, j'avais une combine. Chacun trouve les combines qui sont. Hein? J'ai un frère qui est moine, dans une trappe, une abbaye. Alors, j'avais convenu avec mon frère que quand j'avais quelqu'un d'insupportable, je le lui envoyais pour que 15 jours dans une abbaye, tranquille, etc., il respire un peu mieux. Et après, il revenait, il était devenu supportable. Bon, mais chacun d'entre nous peut trouver les astuces qui correspondent à... qu'on ne puisse pas supporter tout le monde de la même manière, c'est vrai. Pourquoi est-ce que les éducateurs sont destinés à travailler en équipe aussi? C'est parce que s'il n'y a pas de relais, à certains moments, on pète les plombs. On n'est pas des surhommes. Hein? Et quand on est confronté, par exemple, à la violence pendant un certain nombre d'heures, hein, s'il n'y a pas un relais possible, eh bien, effectivement, il risque d'y avoir des étincelles. Je pense à un film, je ne sais pas si vous le connaissez, qui s'appelle Visiblement, je vous aime. Dans ce film qui tourne autour d'un lieu de vie et d'accueil, il y a à un moment donné le directeur, que je connais bien, et qui joue son rôle dans le film, qui reçoit une fille complètement hystérique. Elle se roule par terre, elle crie, elle crie, elle crie. Et lui, qui d'habitude est un homme calme, incapable d'écouter, d'entendre, je ne sais pas ce qui se passe ce jour-là, hein, mais il ne supporte pas. Et tout à coup, alors, il commence à crier lui aussi. Et vous savez, plus on crie, plus l'autre crie. Hein, et ainsi de suite. Ça devient un capharnaüm. Heureusement, il y a un éducateur qui sort par la porte et qui dit à ce directeur, va te reposer, je prends le relais. Et lui, qui est calme, hein, qui n'a pas participé au début de la partie, en 10 minutes, il arrive à entamer avec la personne un dialogue qui fait qu'elle se relève et qu'elle rentre. C'est ça le sang nouveau à certains moments, c'est pouvoir compter sur le copain quand on sait que soi-même, on est un peu ébranlé. Et ça, c'est la deuxième chose à laquelle il faut penser, c'est qu'on ne peut pas faire ce travail seul. Qu'on est toujours obligé de le faire au sein d'une équipe. Parce que si on ne compte que sur soi, eh bien on compte à la fois sur nos ressources, mais aussi sur nos faiblesses. Et que je défie chacun d'entre vous de me dire que vous n'avez jamais eu de faiblesse, hein, dans la poursuite de votre travail. C'est humain. C'est humain, c'est normal. Hein, et il n'y a pas de quoi en faire un drame ni de se culpabiliser. Le problème, c'est de trouver ensemble les solutions qui permettent à la personne de continuer à exister. La troisième question, c'est vraiment de se dire que tout homme a un avenir. Le problème n'est pas d'exiger des gens d'avoir des projets de vie quand ils sont dans la mouise, mais c'est de les aider à exprimer leurs espérances ou leurs désespérances, de façon à ce qu'à travers cet élément, avec eux, on puisse trouver ce qu'un de mes amis psychiatres qui vient de mourir, qui s'appelle Victor Girard, ce qu'il appelait l'interstice. L'interstice à travers laquelle la personne va tout à coup avoir une lueur. Et c'est sur cette lueur que va tout à coup se construire un projet vague d'abord, qui progressivement va devenir intéressant, à condition qu'on sache écouter. Et ça, c'est aussi la manière dont les éducateurs doivent travailler. Quand l'administration nous dit « vous écoutez trop les gens »,
Hein, il faut les mettre au pas. J'ai envie de leur dire, ben venez. Hein, puisque c'est si facile. Pourquoi vous nous les envoyez? Mais nous, on ne sait pas mettre au pas les gens. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas donner des repères. Ce qui veut dire que nous ne sommes pas des gardiens. Et je me rappelle, moi, une fois, au téléphone, dans mon bureau, je reçois une communication d'un voisin. Et le voisin me dit, toujours le voisin, il me dit, vos jeunes, j'en ai marre. Ils ont encore sonné à ma porte, etc. Bon. Ah, je dis, ah bon? Ah oui, elle me dit, vous les gardez mal. Alors je dis, bien sûr qu'on les garde mal puisqu'on ne les garde pas. Alors pourquoi vous existez? J'ai dit, écoutez, venez boire un café, on va en parler. Hein, parce qu'autour d'un café, on peut se parler, tandis qu'au téléphone, c'est plus difficile. Et on s'est mis, on s'est mis à se comprendre. Parce qu'eux étaient persuadés que la maison dans laquelle j'étais directeur, c'était un peu comme une maison de correction, quoi. Et qu'on devait empêcher les gens de sortir. Hein? Essayer d'éviter qu'ils fassent le plus de conneries possible, d'accord. Hein? Mais on ne peut pas, comme ça, du jour au lendemain, transformer les gens. Ceci dit, j'ai dit, vous allez prendre contact avec eux, vous allez leur dire que vraiment ça vous emmerde ce qu'ils font. Et j'ai appelé les jeunes, ils ont pris contact, et ils n'ont jamais plus sonné chez ce voisin. Parce que quand on rencontre quelqu'un, c'est pas indéfini. C'est une personne qu'on rencontre, et quand on sait qui est cette personne, eh bien c'est plus facile que quand on parle du on, ou de quelqu'un comme ça, dans le vague. Permettre aux gens d'avoir conscience. D'ailleurs, dans mon établissement, cette année-là, j'ai compris que si les vieux du village devaient se débarrasser de leur crainte des jeunes qui étaient dans le village, hein, il fallait que je fasse le repas des vieux dans l'établissement. Hein, et depuis qu'on avait fait ça, je veux dire, entre les jeunes et les vieux, il y avait une complicité qui s'était mise entre des gens inactifs, enfin inactifs sur le plan économique, hein, et qui tout à coup se rencontraient, et ça a modifié là aussi beaucoup de choses. Parce que connaître, hein, c'est déjà faire un pas vers l'autre. Bon, alors je voulais vous dire ça parce que, justement, j'ai un peu... Je suis toujours dans les temps, Maurice? Mais oui, oui. J'ai un peu la trouille qu'aujourd'hui, ce qu'on nous demande ne soit pas tout à fait ça. Parce que un certain nombre d'administrations, un certain nombre de hauts fonctionnaires, un certain nombre d'hommes politiques souhaitent que nous devenions des agents normatifs. C'est-à-dire qu'au lieu de faire ce que disait Vincent Paul, d'aller à la rencontre pour créer avec les gens des normes nouvelles qui leur permettent de vivre, il faut qu'on les fasse rentrer dans les normes de la société d'aujourd'hui telle qu'elle existe. Nous devons, c'est pour ça d'ailleurs que dans certains endroits, on nous demande de rapporter au maire tout ce qui se passe. Parce que le maire étant responsable de la sécurité dans sa commune, si on lui dit qu'un tel et tel, ça peut être dangereux, hein, il va mettre en place des garde-fous. Or, ce qui est important, c'est pas ça, c'est que dans ce village, les gens trouvent progressivement la place qui sera la leur. C'est-à-dire que vous avez un psychanalyste qui s'appelle Pierre Lebrun, hein, qui est belge, qui a fait un travail que je trouve prodigieux entre la normativité et la normalisation. Il dit en fait notre travail à nous, qui sommes dans les professionnels du social, c'est d'aider les gens à trouver leurs repères.
c'est-à-dire qu'ils se normalisent par rapport au contexte dans lequel ils vivent, qu'ils ne soient pas complètement hors des clous. Mais notre rôle n'est pas de les forcer à rentrer dans les normes d'aujourd'hui. Après tout, si on restait toujours dans les normes d'aujourd'hui, la société n'aurait jamais fait de progrès. Il faut bien qu'à certains moments, des choses changent dans les rapports que les gens ont entre eux pour que la société continue son évolution. Il y a de bonnes évolutions, il y en a de moins bonnes, mais de toute façon, nous ne sommes pas statiques, c'est-à-dire qu'une société n'est pas statique. Elle ne se renouvelle pas toujours de la même manière. Et c'est bien. C'est bien parce que ça veut dire que chaque fois, on est devant des situations nouvelles qu'il faut gérer, créer et inventer. Pourquoi moi j'aime beaucoup mon boulot? C'est parce que je me dis, j'ai pas arrêté d'inventer. Parce que chaque fois, je suis devant des gens nouveaux. Et que les problématiques qui sont les leurs, même si ça se recoupe avec d'autres, elles ne se traitent pas de la même manière avec celui-ci ou avec celui-là. Donc il faut que je sois toujours dans cet esprit d'invention, de recherche. Alors j'ai rigolé parce que quand on m'a dit quand j'étais plus jeune que je n'étais pas scientifique, ensuite j'ai été nommé dans un certain nombre de conseils scientifiques, justement parce que ma démarche, elle est scientifique. Hein, elle est effectivement de partir de ce que j'entends et de ce que je constate pour créer les conditions d'une évolution qui permettent aux gens d'exister. D'exister au sens où Sartre a défini l'existentialisme, c'est-à-dire d'avoir un avenir. Parce que qu'est-ce que c'est que l'existentialisme? C'est celui qui fait passer de l'être, de l'étant, à celui qui est en marche. La philosophie, ça sert beaucoup. Vous savez, moi, je m'en suis beaucoup servi. J'ai eu, heureusement, des contacts avec des tas de gens intéressants, à commencer par Edgar Morin, qui est vraiment quelqu'un qui m'impressionne beaucoup aujourd'hui, à travers... et alors, je vous signale que son dernier bouquin, Le chemin de l'espérance, c'est formidable parce que c'est ce qui m'empêche d'être complètement pessimiste. Parce que je me dis, tant qu'il y aura des gens qui écriront des textes comme ça, tant qu'il y aura des gens qui les liront, on ne sera pas obligé d'obéir à un pouvoir qui voudrait nous transformer en garde-chiourme. Et pourtant, c'est vraiment la tentation. Je discutais avec Maurice, je ne sais pas réellement ce que la formation est devenue en Suisse, mais je vois ce que la formation est devenue chez nous. Et ça m'inquiète. Ça m'inquiète parce que autant avant nous avions une initiative, une liberté dans le choix, pas dans le choix des matières, mais dans le choix de les mettre en scène. Autant aujourd'hui, les modules, comme on dit, les modules, et les référentiels. Les modules et les référentiels nous coincent. Et avoir le parcours bohème qui a pu être le mien est devenu, je crois, pour un éducateur d'aujourd'hui, impossible. Même si je leur conseille souvent d'être un peu hors des clous. Parce que ça m'arrive beaucoup d'aller dans les écoles d'éducateurs et de voir que ceux qui se forment aujourd'hui, ils ont vraiment envie de faire un vrai boulot. Mais que petit à petit, la formation, les habitudes, les règlements, etc., les contraignent. Et que s'ils se laissent prendre par ces contraintes, je veux dire que toute leur capacité d'invention, toute leur capacité de création va progressivement s'atténuer.
Alors je comprends qu'un certain nombre de gens dans cette situation me disent c'est un métier impossible. Hein, et qui disent on est crevé. Ce qui crève, c'est la routine, c'est la répétition. C'est le sentiment de ne pas être dans ses bottes. Hein, et d'épouser les bottes des autres, hein, pour faire appliquer une règle. De côté de chez moi, j'étais administrateur d'un hôtel social. Hein, il y avait dans cet hôtel social une directrice, hein, lorsqu'elle recevait les gens, hein, qui venaient sans domicile fixe, etc., elle leur disait hey, hey, vous savez que vous n'êtes pas là pour longtemps, hein. Faut vous bouger pour trouver tout de suite des solutions. Hein. Parce que moi, je ne vous garderai pas plus de 6 mois. Quand on est reçu comme ça quelque part, qu'est-ce qui arrive? On est stressé. Hein, on se dit, oh là là, j'ai trouvé un truc, mais ce truc-là, c'est boiteux. Et effectivement, les gens étaient mal reçus, et donc mal dans leur peau. Heureusement, elle est partie à la retraite. Hein, et on a engagé une autre directrice qui a un comportement tout à fait différent. Elle reçoit les gens, elle leur dit soufflez. Quand ils leur disent et demain, elle dit demain, on verra demain. Aujourd'hui, vous êtes là, soufflez, profitez de ce temps, hein, qui vous permet de vous dégager un peu de vos difficultés premières. La maison est devenue beaucoup plus calme. Et les solutions que trouvent les gens sont des solutions bien meilleures. Parce qu'elle prend le temps de donner aux gens le temps qui leur est nécessaire pour pouvoir sortir d'une crise, hein, et tout à coup s'épanouir d'une manière différente. Le temps. Le temps, ce grand problème. Comme si on pouvait inventer pour chaque être humain un temps qui soit identique. Quand je vois des grilles d'évaluation qui arrivent à dire voilà, au bout de 6 mois, il faudrait ça, au bout de ça, je dis, mais les gens qui pondent ça, ils n'ont jamais compris ce que c'était un être humain. Parce que, bien sûr, la vie est faite de temps différents. C'est vrai que le politique, le temps du politique, c'est le temps de son mandat. Hein? Je respecte ce temps, mais il n'a pas à m'imposer ce temps à moi. Parce que moi, j'ai un temps éducatif qui va essayer, hein, d'épouser le temps des gens. Et vouloir tout mettre dans une équation mathématique, hein, qui fait que on puisse dire c'est ça l'efficacité, c'est une erreur manifeste. C'est le contraire même de l'éducation. Pourquoi l'éducation nationale, chez nous, a fait faillite? Je le dis très simplement, c'est parce que on a voulu imposer des temps identiques à tout le monde. Alors qu'il est tellement facile, et un film comme Être et avoir l'a montré, il est tellement facile de permettre à chacun d'aller à son rythme à l'intérieur d'un ensemble où la vie sociale existe et où chacun respecte le temps de l'autre. Nous devons défendre cette notion du temps des gens et de notre propre temps par rapport à cet ensemble. Comme nous devons défendre les valeurs qui sont à la base de notre travail. J'aime pas toujours le mot valeur parce que quelquefois, derrière le mot, on cache beaucoup de choses. Par exemple, la valeur travail dont on parle beaucoup aujourd'hui. Moi, je suis d'accord, sauf qu'il faut avoir du travail. Et quand il n'y a pas de travail, vous pouvez toujours dire aux gens de faire des efforts. Des efforts pourquoi? Hein? Moi, quand j'ai commencé, on me disait, hein, si tu arrives à mettre tes jeunes dans un endroit, une fonction qu'ils vont pouvoir suivre toute leur vie, t'as gagné.
C'était peut-être vrai en 1946. Aujourd'hui, hein, si j'appliquais le même principe, ça ne marcherait pas et je deviendrais fou. On me disait aussi, quand je m'occupais de filles, on me disait, si elle se marie, t'as gagné. Aujourd'hui, c'est pas ce qu'on peut dire, véritablement. Hein. Donc, je veux dire que le mot valeur, il a du sens à condition qu'on le relativise. C'est-à-dire que le travail, je suis d'accord, hein, et je suis surtout d'accord pour penser que les hommes ont tous besoin d'une activité. L'activité, c'est ce qui permet à l'homme d'exister. L'homme est un être agissant. Et quand il n'agit pas, hein, il est atteint par un certain marasme. Pourquoi les chômeurs sont souvent en difficulté psychique? C'est parce que ce sentiment de ne plus rien être et de ne plus rien faire de réel, hein, les rend malades par rapport à leur propre dignité. Donc l'activité, oui. Donc il faut penser à des tas de choses. Mais si on veut vraiment que tout le monde puisse trouver joie dans son travail, d'une part, il faut rétablir le plein emploi, et on n'est pas tout à fait prêt à le faire. Et d'autre part, hein, il faut faire en sorte que dans le travail qui est celui qu'ils prennent, ils puissent trouver un certain plaisir. Je suis, moi, très malheureux de voir un certain nombre de souffrances au travail. Et quand je lis les suicides qui se passent ici ou là, je me dis que l'organisation du travail n'a pas gagné à être managériale. Parce que on a tous besoin d'une liberté, d'une initiative dans ce que nous faisons. Et quand je vois qu'un certain nombre de mes collègues éducateurs, hein, sont contraints et forcés, ou qui sont engueulés parce qu'ils ne sont pas dans les clous. Je pense à une collègue assistante sociale qui fait bien son boulot. Un samedi, elle donne rendez-vous à un usager parce que dans la semaine, il n'est pas disponible. Elle se fait convoquer par la chef de service et elle se fait engueuler parce qu'elle a travaillé un jour où elle ne devait pas travailler. Parce que le planning est supérieur au sens du travail. Eh bien, le planning, moi, j'en ai jamais eu. Je ne sais pas ce que c'est qu'un planning. Je veux dire que quand je vais chez les copains directeurs qui me montrent un beau tableau dans leur bureau, je dis, ils ont passé un certain temps à faire ça. Un temps qu'ils auraient mieux fait de situer sur le terrain pour entendre un certain nombre de choses. Hein. Le planning, je veux dire qu'à partir du moment où on est d'accord sur un travail qu'on fait ensemble, je peux vous dire que moi, en tant que directeur, je n'ai jamais fait non plus un horaire. Parce que les gens sont capables de faire leurs horaires à partir du moment où on est d'accord sur un certain nombre de principes. Le travail, il faut que ce soit agréable. Si ce n'est pas agréable, effectivement, on ne sait plus pourquoi on existe. Voilà, gros, ce que je voulais dire sur la situation d'aujourd'hui. Alors, est-ce que demain, on peut en sortir? Moi, c'est mon espérance. Hein. C'est mon espérance, mais ça suppose un certain nombre de conditions. La première, c'est que, je dis dans mon bouquin, c'est qu'un éducateur, ça ne peut pas être quelqu'un de soumis. Je dis qu'une des choses qui m'a guidé, moi, dans mon travail, c'est l'insoumission. Chaque fois qu'on me présentait une règle que je trouvais stupide, je ne l'appliquais pas. Je me faisais engueuler, peut-être. N'empêche que, quand l'administration m'a envoyé des blâmes et que je les ai contestés, j'ai toujours gagné en appel. Parce que, finalement, je sais défendre mes arguments. Hein, et que quand une administration a une exigence qui est une exigence
stupide, je sais démontrer la stupidité de cette exigence. Mais aussi parce que je ne le fais pas tout seul, et parce qu'avec les équipes, on est bien d'accord là-dessus. Quand une équipe est soudée, elle peut se faire engueuler par l'administration. Hein, ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que la fraternité qui existe entre eux et la capacité à se mettre d'accord sur un projet, hein, est quelque chose qui, à force de loi, et par conséquent s'oppose à toutes les réglementations tatillonnes qui sont celles d'aujourd'hui. Je dis tatillon, je ne sais pas où vous en êtes, vous. Moi, en tant que directeur, par exemple, j'ai jamais foutu les restes à la poubelle. Parce que c'est un mauvais exemple à donner à des jeunes. On les réutilisait d'une certaine manière. Il paraît qu'aujourd'hui, j'aurais plus le droit. Hein, et que je me ferais engueuler. Eh bien, je me ferais engueuler, je m'en fous. Hein, je veux dire que éviter le gaspillage me paraît être quelque chose d'éducatif. Aujourd'hui, quand je pense qu'actuellement, un restaurateur m'a dit, moi, je ne peux plus laisser les gens fouiller dans les poubelles le soir, je suis obligé de mettre de l'eau de Javel par la réglementation. Alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim en bas de son hôtel et qu'il y a des trucs entiers qui disparaissent dans sa poubelle. L'autre jour, j'étais à l'hôpital, hein, chez un copain que j'étais allé voir. Il n'avait pas mangé son yaourt, il n'avait pas mangé sa compote, tout était bien, fermé, etc. Hop, quelqu'un passe et il fout tout à la poubelle. Un yaourt non touché, non ouvert, une compote non touchée, non ouverte, pouf, à la poubelle. C'est pas une vie, ça. Pas une vie qu'on soit obligé de supprimer des moyens qui pourraient profiter à d'autres par une réglementation qui n'a pas beaucoup de sens. Alors on me dit, oui, mais si jamais quelqu'un s'empoisonnait avec ça, eh oui, il y a tellement de si. Hein, eh oui, si. Mais si on ne part que des si, eh bien c'est foutu. Je veux dire que si on est toujours en train d'essayer d'ouvrir un parapluie pour éviter que la foudre nous tombe dessus, c'est pas un travail possible. Et s'il y a des gens qui souffrent dans leur travail aujourd'hui, c'est justement parce que cette capacité d'initiative que moi j'ai eue quand j'étais jeune, avec cette chance nécessaire que, comme on créait les choses, on avait beaucoup de liberté, mais que j'ai gardé toute ma vie parce que l'obéissance me paraît stupide lorsqu'elle est liée à des réglementations stupides. Je ne dis pas qu'il ne faut pas appliquer la loi, je dis simplement que aujourd'hui, comme disait Badinter, il y a des vraies lois, et puis il y a des lois compassionnelles, il dit. C'est-à-dire qu'il y a un chien qui mord quelqu'un, paf, on fait une loi sur les chiens. Hein, il se passe autre chose, hop, on fait une loi. Hein, c'est-à-dire que toutes les... Et ça, ce n'est pas des lois. C'est des parafeux. C'est des contenances qu'on se donne pour que les parlementaires se disent finalement, on a bien fait notre boulot. Non, ils ont mal fait leur boulot parce que ces lois-là, plus personne ne les lit. Quand j'ai commencé à être directeur une fois, moi je lisais régulièrement le journal officiel. Parce que le journal officiel, c'est intéressant, c'est bon. Aujourd'hui, je vous défie de lire le journal officiel. Hein, il est comme ça. Alors qu'avant, il était comme ça. Je veux dire qu'en 1 heure, je le parcourais. Là, maintenant, je suis incapable de parcourir le journal officiel. De même que quand on dit tout citoyen est censé connaître la loi et l'appliquer, je me dis, les pauvres, hein, comment pourrait-il appliquer aujourd'hui le nombre de lois qui existent et qui n'ont même pas d'arrêté d'application? Voilà. Alors, ce qui me dérange un peu aujourd'hui, quand je pense à l'avenir, je dis, si nous devenons des moutons qui acceptons que
les choses se passent comme ça. Alors, ce n'est pas la peine d'avoir de grands mots sur l'autonomie des usagers. Ce n'est pas la peine de se gargariser avec des soi-disant valeurs qui n'en sont plus. Il faut se dire, nous sommes dans un univers qui devient de plus en plus concentrationnaire, et si nous ne réagissons pas, eh bien, demain, le travailleur social n'existe plus. D'ailleurs, il y a un groupe de députés qui propose la suppression des éducateurs, et de les remplacer par des agents de développement. Et moi, je croyais être un agent de développement. Sauf que les agents de développement, on va les former en 1 an, alors que moi, j'ai eu droit tout de même à faire ma formation progressivement, et donc j'ai l'impression qu'elle n'a jamais été terminée, et qu'elle se continue toujours. Mais que les 3 ans qui existaient étaient intéressants, parce qu'elles permettaient d'avoir un bon bagage. De même que si, au lieu de mettre des éducateurs avec des enseignants dans les écoles, pour que tout le monde puisse être reçu à l'école, on envoie des auxiliaires de vie sociale avec 3 mois de formation pour aider les enseignants, qui n'ont même plus de formation maintenant, puisque chez nous, la formation des enseignants a été supprimée. Il paraît que ce n'était pas nécessaire. Eh bien, je dis, au point où on en est, il n'y aura plus de possibilité pour les enfants d'exister, sauf si ce sont des sujets particulièrement doués, particulièrement capables de surmonter toutes les difficultés de la vie, c'est-à-dire sauf si on veut confier l'ensemble du pays à une élite. Moi, je pensais, avec le Conseil national de la résistance, puisque c'est de là que je tiens mon pouvoir, je pensais que justement, il fallait que nous fassions une société solidaire. Il est encore temps de le faire si nous ne reculons pas devant un certain nombre de barricades à adresser pour dire non, là, on ne peut pas aller jusque-là. Mais il faut y croire. Ce que j'ai bien aimé dans le bouquin de Morin avec Hessel, c'est justement qu'ils disent le chemin de l'espérance, ça demande d'abord d'y croire, et de croire que c'est possible, et de croire que tout ce qui aujourd'hui nous interrompt à pouvoir s'arrêter parce qu'on est dans une course vertigineuse qui sépare de plus en plus les riches et les pauvres, et qui font que la société, comme disait un de nos premiers ministres, celle d'en bas et celle d'en haut, ne communiquent pratiquement plus. Est-ce que nous sommes des agents médiateurs? Oui, je crois, à condition que nous sachions dire aux gens d'en haut ce que nous pensons et que nous sachions redonner l'espérance à ceux qui sont en bas. C'est une tâche intéressante. Moi, j'ai 85 ans, je ferai tout ce que je peux pour y aider. Mais je ne suis plus forcément tout à fait capable d'être continuellement sur le terrain. Oh, j'y suis, remarquez, je fais du rap avec les jeunes de banlieue, parce que moi j'aime la musique, et que leur musique à eux c'est ça. Alors je me suis mis au rap, ce qui ne m'empêche pas de leur faire écouter de la musique classique. Et un rap, j'ai réussi avec un groupe de jeunes à nous faire éditer. Un petit bouquin qui vaut 7,50 €, qui est édité par RS. L'intrigue, c'est pas l'intrigue qui est intéressante, c'est les raps qui sont à l'intérieur. Les raps, après tout, c'est de la poésie. Et quand ils sont bien faits, quand ils sont bien travaillés, je dis, le passage à l'écriture vaut mieux que le passage à l'acte. Et quand on écrit des choses qu'on a envie de dire, même si ça peut froisser quelques oreilles, c'est pas mal. Après tout, François Villon a été un excellent poète au Moyen-Âge. Et on lit encore ses poésies aujourd'hui. Alors,
Ils ont de la postérité. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pourrais continuer longtemps, parce que j'ai tas de choses à raconter. Voilà, eh bien, ce voyage qui nous a menés depuis Vincent jusqu'au rappeur actuel, Vincent de l'époque. Depuis Vincent de Paul. Vincent de Paul, voilà. Quelle question, réaction de votre part, quels éléments vous aimeriez mettre en débat ou en discussion avec Marc? Mettez, j'adore débattre. Moi, j'aimerais juste qu'on développe un petit peu la notion de norme. Vous avez parlé de la norme, de la société, tout ça. Ce qui m'interpelle, c'est justement la norme. Elle est fixée quand, comment, parce que vous parlez du village, d'un village, je crois, où il y avait des normes où les jeunes devaient rentrer ou des choses comme ça. Et je me dis, ben voilà, chacun a son propre bagage, son propre expérience, son propre vécu, ses propres valeurs, et puis on doit se référer à des normes. Alors, est-ce que vous pourriez développer un peu Oui. plus? Je dis que toute société produit des normes à partir du moment où une majorité est d'accord pour vivre d'une certaine manière. Mais, si elle restait figée sur ces normes, finalement la société n'évoluerait plus. Heureusement, il y a des gens qui ne les supportent pas et qui donc font évoluer les normes. Ce que Lebrun appelle la normalisation, c'est la capacité pour quelqu'un qui est un déviant par rapport aux normes existantes de construire d'autres repères. Et ça, nous pouvons le faire avec eux. C'est tout à fait le contraire de la normativité, où on demande aux gens de rentrer dans des normes existantes et surtout de ne pas s'en égarer, de façon à ce que la société ne soit pas bousculée. Une société qui n'est pas bousculée, c'est une société morte, ou tout au moins en capacité de mourir. Et on a vu déjà dans l'histoire un certain nombre de choses de ce genre. Pourquoi des civilisations remplacent d'autres civilisations? Parce qu'à partir du moment où une majorité est suffisamment importante pour défendre un cadre précis, il arrive, je ne vais pas vous raconter l'histoire, Spartacus, je veux dire que chaque fois, il y a tout à coup quelqu'un qui se lève pour dire ça ne peut pas continuer comme ça. Et ce quelqu'un est au départ un déviant, qui s'appelle Robin des Bois, qui s'appelle Malandrin, qui s'appelle tout ce qu'on voudra. Mais ce sont ces gens qui sont en définitive des gens déviants qui permettent à la société d'évoluer. Mais toute société produit des normes. Prenez simplement la consommation. Ne me dites pas que vous n'êtes jamais influencé par les réclames ou les trucs de la télévision qui concernent la consommation. Moi, qui essaye de me défendre par ça, quelquefois, je me prends à acheter dans une grande surface un produit que je ne connais pas, mais dont on m'a parlé, ou que j'ai vu un jour à la télé, comme ça. Je veux dire, attention, nous sommes actuellement dans une société du gaspillage, et les normes nous invitent à tous dépenser plus que ce que l'on a, ce qui fait qu'il y a actuellement, chez les gens en difficulté, un endettement considérable. Et ça, c'est un exemple que je donne, mais je peux parler des démarcheurs. Je peux parler du téléphone, où depuis un certain temps, il y a des gens qui proposent des fenêtres. Moi, j'en ai rien à foutre de leurs fenêtres. Mes fenêtres, elles vont très bien. Mais il ne se passe pas une semaine sans qu'on me dise « vous avez besoin de changer de vos fenêtres ». Sans doute parce qu'elles sont là depuis longtemps. Et oui, elles sont là depuis longtemps, c'est pas de ma faute, moi. Elles sont bonnes. Mais j'ai pas envie de changer mes fenêtres. Et mon voisin, il s'est laissé prendre.
Hein, lui, il a changé toutes les siennes. Hein, il avait les sous pour ça, moi pas. Hein, mais c'est pour dire que nous risquons d'être esclaves des normes si nous ne comprenons pas qu'à certains moments, il faut interrompre le cadre dans lequel ça nous met. Mais toute société produit des normes. Hein. Toute institution produit des normes. Quelle que soit l'institution. Tout à l'heure, on discutait avec Maurice de l'institution Église, par exemple. L'Église produit des normes. Si tous les croyants appliquaient ces normes, il n'y aurait pas beaucoup d'évolution dans la spiritualité. Hein. Heureusement qu'il existe parmi les croyants un certain nombre de gens qui sont des déviants, pas des hérétiques, hein, des déviants. Mais, et que l'Église n'est plus capable d'excommunier ceux qui ne sont pas dans les normes. Donc, il y a une certaine relativité qui s'installe. Ce qui ne veut pas dire que la valeur profonde de la foi n'existe plus. Ça veut dire simplement qu'il y a un certain nombre de règles qui sont venues avec le temps, qui sont des règles qui peuvent être dépassées, surmontées, transformées, et que nous sommes, des agents de transformation. Pas forcément par nous, mais par les gens que nous recevons. Est-ce que ça vous suffit? Oui. Non, mais je me dis simplement que les normes, finalement, elles sont posées par les lois et les règles. Et Non. ensuite, que nous, en tant que travailleurs sociaux, en tant qu'éducateurs, en fonction de l'institution dans laquelle on travaille, vous l'avez dit justement à la fin, en fonction de l'institution dans laquelle nous travaillons, les normes, elles changent. Les personnes que nous accueillons ne sont pas déviantes. C'est ça que je me dis. C'est pas parce que les normes existent que nous sommes obligés de rester dedans. Encore une fois, je pense que si nous étions toujours dans les mêmes normes que celles qui ont existé il y a 100 ans, la société n'aurait pas fait de progrès dans un certain nombre de domaines. Elle fait aussi des progrès elle fait aussi des reculs dans un certain nombre de choses, mais c'est ça la vie. La vie, c'est fait de mouvements, c'est pas fait de rigidité. Et ce que je regrette, c'est qu'effectivement, les normes créent des aspects rigides. Mais c'est pas la loi qui fait la norme, c'est la majorité, parce que c'est la majorité qui pousse à faire des lois pour se protéger de tous ceux qui sont plus ou moins déviants. On a toujours peur des déviants. Or, les déviants, c'est ceux qui mettent du sel, du poivre dans la vie et qui permettent de dépasser un certain nombre de situations. Moi, vous savez, j'ai été élevé dans une famille ouvrière qui avait... ma mère, elle avait des principes. Mon père, il était plus fantaisiste. Mais ma mère, elle avait des principes. Et elle n'a jamais compris pourquoi j'avais abandonné le concours de l'école normale supérieure, parce qu'à l'époque, je voulais être Sartre, ou Camus, etc., pour me consacrer aux voyous. Et elle n'a jamais compris pourquoi je faisais entrer les voyous dans sa maison, qui montaient sur les fauteuils. Alors je leur expliquais qu'on ne montait pas sur les fauteuils, mais bon, parce qu'elle était figée dans un certain nombre de normes. Ce qui fait que, lorsque j'ai été confronté avec ma femme, j'ai été confronté en Algérie à un problème. C'est que des gens me confiaient leurs enfants avant de partir rejoindre le maquis. Moi, je suis moi-même un maquisard de 44, dans la montagne noire. Je comprends ce que peuvent souffrir des gens
et qu'ils aient... Jamais je n'ai accepté de répondre à la police quand elle me demandait des informations sur les parents des enfants. Les parents me confiaient leurs enfants, hein, je devais respecter leur secret. On m'a mis en prison. Ok, c'est pas grave, on en sort. Hein? La preuve, c'est que je suis là aujourd'hui. Hein? Mais je ne pouvais pas accepter les normes. Et ma mère, qui ne comprenait pas ça, quand j'ai été expulsé d'Algérie par le général Massu, elle a refusé de me recevoir. Ce que j'ai trouvé pas normal. Non, c'est pour dire qu'on peut pas... On ne peut pas dire que des normes n'existent pas. Il ne faut pas dire que les normes sont créées par la loi, il faut dire que les normes sont créées par une majorité de gens qui ont besoin de garantir la manière dont ils vivent. Mais si on était toujours dans cette situation-là, jamais, 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 la société ne ferait des progrès. Est-ce que les printemps arabes, hein, c'est une source de progrès? Je le pense. Même si, dans un premier temps, comme la révolution de 89, ça crée de la merde. Hein? C'est ça la vie. Hein? Mais si nous ne contribuons pas, sans violence, à dépasser ces choses-là, si nous, finalement, nous ne donnons pas leur chance aux gens qui nous rejoignent ou à la rencontre desquels nous allons, eh bien, nous sommes dans une société immobile. Et alors, il y aura de plus en plus d'incasables dans une société immobile. Alors, il faut peut-être dire que les gens qui défendent cette normativité sont des gens qui, dans le fond, s'en fichent un peu qu'il y ait des gens qui meurent tous les jours dans des difficultés insurmontables. Je crois que le mot fraternité, par exemple, qui existe dans la devise républicaine de la France, je ne sais plus très bien comment ça existe chez nous. C'est un mot. C'est un mot, mais quel rapport de fraternité existe-t-il entre les gens dans un immeuble? Moi, j'ai la veine d'être dans un immeuble où on a toujours défendu cette notion. Un petit immeuble, il y a 8 escaliers et il y a 4 étages. Hein? Mais ça fait tout de même du monde. Et dans notre immeuble, on fait des assemblées générales pour se mettre d'accord sur un certain nombre d'éléments, mais on est capable de les modifier. Moi, j'ai jusqu'ici permis aux gens d'éviter d'avoir un code pour entrer, parce que ça empêche les enfants de pouvoir circuler librement, et que je trouve très intéressant que les enfants circulent librement dans notre immeuble. Et je trouve très intéressant que les enfants puissent se rencontrer pour faire des anniversaires, et même s'ils font un peu de bruit le soir, eh ben on est dérangé de temps en temps, c'est pas grave. Hein, justement parce que on essaye de s'entendre le mieux possible et de se comprendre mutuellement. Ce qui fait que chez nous, personne ne peut être malade sans que dans les 24 heures, quelqu'un ne puisse lui venir en aide. Peut-être que si dans tous les immeubles on faisait la même chose, ce serait pas inintéressant. Mais plus les gens se blindent, plus ils s'enferment dans une absence de fraternité. Parce que la peur de l'autre, c'est le contraire de la fraternité. D'autres personnes aimeraient soit poser une question, réagir au propos de Jacques. S'il n'y a pas de questions tout de suite, je voudrais vous dire un mot sur la violence. Puisque tout à l'heure, j'ai parlé sans violence. Je veux dire que la violence, qui existe aujourd'hui, elle n'est pas plus importante
aujourd'hui qu'elle ne l'était en 45-46. Hein. Moi, je recevais des jeunes qui avaient souvent 2 revolvers dans les poches, des grenades, etc., hein, et qui étaient prêts à faire n'importe quoi. Hein. Elle est d'une autre manière, la violence d'aujourd'hui. Mais il y a toujours de la violence chez les gens qui souffrent, que les autres ne les regardent pas. Répondre à la violence par la violence, c'est effectivement entraîner un rapport de force qui va monter. Donc la première chose quand on est affaire à la violence, c'est de ne pas avoir peur. Je ne suis pas moi costaud, je ne suis pas un costaud des Batignolles, comme on dit à Paris. Hein. Personne n'a jamais touché un cheveu de... Personne ne m'a jamais battu. Et pourtant, je suis allé à la rencontre de gens qui n'étaient pas toujours faciles. Mais je n'ai pas peur. Si je n'ai pas peur, je ne diffuse pas d'anxiété. Et si je ne diffuse pas d'anxiété, hein, le calme se rétablit. Dans un train de banlieue, par exemple, puisque moi, je fréquente pas mal les banlieues, quand il y a un chahut quelque part, le petit vieux que je suis prend sa canne et va s'asseoir au milieu du chahut. Pas pour dire aux gens, vous êtes une bande de cons, mais simplement pour dire, vous avez parlé fort, je viens voir ce que vous dites parce que ça va être intéressant. Alors il se pose un peu la question en me regardant, et finalement, ils finissent par parler avec moi, le chahut s'arrête, et voilà. Hein? C'est pas très compliqué. Quand on a été éducateur, qu'on a été confronté à des tas de situations de violence, on sait comment procéder. Et on sait que chaque fois que les gens se réfugient, hein, pour ne pas voir, ou faire semblant de ne pas voir, hein, ils déclenchent une violence complémentaire. J'ai donc pas peur de la violence et je dis il ne faut pas avoir peur de la violence. Ce qu'il faut, c'est rester calme devant ça et imposer progressivement le calme qui est le nôtre. Et c'est pas si difficile que ça, je vous le dis, parce que je le crois profondément. Les choses changeraient beaucoup si, au lieu de regarder les gens d'une certaine manière, moi je disais tout à l'heure à Maurice, moi quand j'avais 18 ans, je revenais du maquis, là, je roulais les épaules, comme tous les adolescents hein, qui croient avoir été des héros. et les gens m'ont fait confiance, ils m'ont jamais regardé de travers. Et j'ai été stupéfait de cette confiance des adultes. Aujourd'hui, ce qui me gêne, c'est le regard des gens sur les jeunes. Je dis, il y a un racisme anti-jeune qui fait que chaque fois qu'un groupe de jeunes parle un peu fort, les gens se replient sur eux-mêmes et les regardent comme si ils devaient craindre d'eux n'importe quoi. Il n'y a pas plus d'agressions aujourd'hui qu'il y en a eu dans le passé. J'ai fait partie du comité de sécurité du métropolitain, par exemple. Il n'y a pas plus d'incidents dans le métro aujourd'hui qu'il y en avait il y a 50 ans. Sauf qu'aujourd'hui, quand il y a un incident à la porte de Pantin, hein, tout le monde le sait dans les 10 minutes qui suivent. Parce que les temps portables, les tas de trucs de ce genre, ça circule tellement vite, l'information. Et comme l'information est souvent tronquée, hein, tout le monde fout le camp parce que tout le monde a peur et tout le monde dit le métro est un endroit insécurisant. C'est pas vrai. C'est pas un endroit très confortable, mais c'est pas du tout insécurisant. Pas plus qu'il y a 50 ans. Hein, y a beaucoup de trucs dans la tête comme ça qu'il faut essayer d'extirper des gens. Et notre rôle à nous, justement, comme médiateurs, entre nous, je n'ai pas compris pourquoi on vient d'inventer le métier de médiateur. Hein, avec 2 ans de formation. Moi, j'ai toujours eu l'impression d'être un médiateur. Hein, et je ne vois pas pourquoi il y a besoin d'un médiateur alors qu'il y a des travailleurs sociaux qui sont là pour jouer ce rôle. Mais enfin,
Hein, comme me disait un membre de l'administration, 2 ans de formation, ça coûte moins cher que 3. J'arrête. On est quand même un peu dans ce sens-là, parce qu'il y a plusieurs questions que j'aurais bien voulu te poser, mais en lien avec cela, quel rôle tu accordes aux bénévoles, au monde des bénévoles, qui sont aussi très encouragés maintenant, qui ont toujours aussi existé, hein, mais c'est pas le carton du cœur ou autre, cette place des bénévoles dans le travail social au sens large, et puis, allez, j'en greffe une autre, c'est un peu le charity business, qui fait le lien avec la charité du départ, cette charité maintenant qui est organisée par des bienfaiteurs, souvent en lien avec ceux qui nous amènent aussi à consommer, c'est les mêmes, hein. D'un côté, ils nous encouragent à consommer, et d'un autre côté, après, ils sont prêts à délivrer beaucoup d'argent, beaucoup de moyens pour soutenir les pauvres ou les actions en faveur des pauvres. Moi, depuis ma retraite, je suis bénévole. Hein. Ça fait beaucoup de références. Ouais, ça ne m'empêche pas d'être à l'aise avec les professionnels. Je pense qu'on a besoin de professionnels. Mais que si il n'y avait pas de bénévoles autour des professionnels, ça ne ferait pas masse. On a besoin des bénévoles autour de nous. Et combien de professionnels, dans l'exercice de leur travail, font des heures en plus, hein, parce que ça leur paraît nécessaire. C'est ce que j'appelle un bénévolat complémentaire. Je veux dire qu'il faut voir les choses comme elles sont. Nous sommes tous complémentaires. C'est dommage que la société n'ait pas pu faire autre chose que d'inviter Coluche à faire les restos du cœur, parce qu'il n'est pas capable de nourrir tout le monde, parce qu'elle n'est pas capable de nourrir tout le monde. Mais moi, je travaille avec le Secours populaire, je travaille avec le Secours catholique, je travaille avec tous ces bénévoles, dont certains sont un peu tartignoles, mais enfin bon, hein, d'autres beaucoup plus... Non, je veux dire, c'est vrai, il y a dans tout... il y a des gens de tous bords. Je veux dire, il y a quelquefois des dames d'œuvre qui sont enquiquinantes, mais il y a aussi des hommes d'œuvre. Hein. Le problème, c'est d'avoir toujours un franc-parler entre nous. Hein, ce ne sont pas des pièces rapportées, ce sont des compléments. Hein, et on a besoin d'eux. J'ai répondu à ta question? Merci, oui. Voilà. Moi, j'aimerais pas qu'on me dise t'as pas le droit de venir parce que tu es plus professionnel. Voilà, c'est ça. Hein? Je suis bénévole et professionnel en même temps, non? Enfin, c'est-à-dire, on n'oublie pas qu'on a été professionnel. D'autres réactions? Questions? Vous en prie. Excusez-moi, je voulais juste savoir si en France, vous avez toujours ces médiateurs qui fonctionnent dans les quartiers difficiles, où ça se resserre un peu. Non, il y a toujours des médiateurs, sauf que il y a des médiateurs qui ont fait faillite, c'est ce qu'on a appelé les grands frères. Parce qu'obliger quelqu'un qui a une certaine image à devenir le gardien des autres, c'est le mettre en difficulté. Moi, je ne suis pas contre les grands frères à condition qu'ils travaillent ailleurs que dans leur milieu. Bon, donc les médiateurs grands frères, ça n'a pas marché. Mais par exemple, ce qui marche, c'est les adultes relais, les femmes relais. Hein, quand tout à coup, elles aident certaines de leurs voisines à prendre conscience que la santé, c'est important. Et que la vaccination, par exemple, est importante pour leurs enfants. Quand certaines femmes relais accompagnent les mères ou les pères à l'école pour discuter avec l'enseignant, elles jouent un rôle de médiation intéressant parce qu'elles ont la confiance des gens et que, en même temps, elles les mettent en relation. Mais elles ne les remplacent pas. Elles les mettent en relation pour qu'elles puissent utiliser. Ce sont des médiatrices qui étaient bénévoles, qui sont maintenant des professionnels. Hein, puisque maintenant il y a une formation pour les femmes relais, pour les adultes relais. Mais je veux dire, on a aussi besoin de ces gens-là.
Comment, par exemple, travailler avec quelqu'un dont on ne connaît pas la langue, s'il n'y a pas à côté de nous quelqu'un qui la connaît? C'est important la parole. Et si, moi, quand je suis allé en Algérie, s'il n'avait pas appris l'arabe, eh ben, je ne sais pas ce que j'aurais fait. Mais en tout cas, je n'aurais pas pu dialoguer avec les gens comme j'ai pu le faire. Je crois que c'est toujours important de mettre des gens à l'aise à partir d'éléments médiateurs. La seule chose que je veux dire, c'est qu'en faire un métier pur et simple, hein, sans autre perspective, je trouve ça dommage. Moi, je pense que les femmes relais, par exemple, je leur conseille de faire des formations d'éducateurs. Elles me disent, on n'a pas le niveau. J'ai dit, le niveau, ça s'acquiert. C'est pas compliqué. Moi, j'ai créé des écoles d'éducateurs sans niveau. Hein, justement parce que je trouvais que c'était dommage qu'on mette un niveau à la sélection qui fasse qu'un certain nombre de gens qui étaient des gens de banlieue qui voulaient faire des tas de trucs ne puissent pas les prendre. Et on a créé une formation qui était un peu déviante, hein, mais qui finalement a été reconnue par l'État ensuite, hein, avec ces gens-là qui n'avaient pas le droit de faire une formation. Alors on a fait une formation. Comment on l'a financée? Simplement en demandant à certaines associations qui utilisaient ces gens de bien vouloir nous aider à faire en sorte que ça puisse fonctionner. Et ça a fonctionné pendant 10 ans. Monsieur Sarkozy l'a supprimé il y a 2 ans, en disant que, vous savez, il n'aimait pas trop la racaille. Hein? Je ne suis pas très copain avec lui. Il n'est pas non plus très copain avec moi parce que j'étais vice-président du Conseil supérieur du travail social et il m'a rayé de la liste quand il est arrivé au pouvoir. Parce que j'avais une grande gueule. Ok, mais lui aussi il a une grande gueule, hein, je veux dire que... Merci Jacques. Je ne sais pas quel sera l'avenir de cet homme dont on vient de parler, mais je souhaite vraiment que l'avenir du travail social, votre avenir, vous apporte aussi pleine satisfaction, que vous puissiez continuer à rester aussi soit convaincu de l'intérêt, de l'importance, la nécessité du travail social auprès des personnes que vous accompagnez, avec les personnes que vous accompagnez dans vos équipes respectives. J'espère aussi que les paroles de Jacques pourront continuer à vous accompagner quelques temps encore dans votre réflexion, dans peut-être une manière différente d'entrevoir soit votre travail en équipe et votre accompagnement des personnes avec lesquelles vous travaillez. J'espère aussi, Jacques, que ce bref moment aussi t'accompagne encore vraiment longtemps dans ta trajectoire à la fois de personne engagée. Je n'ai pas peur de la mort, mais je ne la souhaite pas. Je te souhaite. C'est un bel avenir. Je vais transmettre la parole à notre directeur qui a pu nous rejoindre. Je profiterai de prendre cette place, juste vous dire qu'il y a la librairie La Page d'encre qui avait accepté aussi de mettre un petit stand à la sortie avec 2-3 ouvrages qui sont pu faire venir de Jacques Latsous. En tout cas, les 2 ouvrages dont Jacques a parlé, en tout cas la personne de La Page d'encre m'a dit qu'elle... Et moi, je vous conseille aussi ce petit bouquin sur le rap. Alors, c'est donc on a les références. Un grand merci à Jacques. Voilà. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, je vais être extrêmement bref. Toutes mes excuses pour ce retard. Un beau, massif accident sur l'autoroute autour de Berne qui nous a retenu 1 heure. Du coup, voilà, on arrive en retard. Merci beaucoup pour ces propos dont je n'ai entendu qu'une partie. Je retiens, et pour moi, comme ancien historien, la notion de la différence du temps, le temps de la relation avec la personne dont on s'occupe quand on est dans le travail social, le temps du politicien qui est rythmé par ses élections, ses échéances électorales, et le temps des formateurs et de la formation qui est bref dans le passage des étudiants finalement, mais qui doit aussi se penser sur plusieurs générations d'élèves, d'étudiants. Je crois que là, il y a vraiment quelque chose une réflexion vraiment à creuser, et il faut faire admettre à l'administration, mais aussi aux politiques. On a la chance d'être dans un petit pays avec des politiciens proches, aussi leur faire admettre que cette différence de temporalité est quelque chose d'essentiel, une composante essentielle du travail social. Merci à toutes et à tous d'être venus ce soir à Delémont. Delémont, on peut être un peu surpris, mais je
pense que vous n'êtes pas trop, mais on peut être un peu surpris que la Haute École fribourgeoise de travail social organise une conférence à Delémont. En fait, la répartition des champs d'action des écoles de travail social fait que le canton de Fribourg, l'école fribourgeoise, sert de lieu de formation pour les personnes résidant dans le Jura bernois, dans le canton de Neuchâtel. Et c'est pour ça qu'on était ici. On aurait pu s'en ficher un peu au moment de notre 40e anniversaire, mais étant donné que c'est une vraie composante de notre réalité, cette diversité des origines géographiques et cantonales des étudiants, nous avons décidé de marquer le coup en venant ici à Delémont, et une conférence au début octobre aura lieu à Neuchâtel. Si vous n'êtes pas trop loin, allez-y, ça sera sûrement aussi intéressant que ce soir. En tout cas, merci beaucoup à Jacques Latsou pour ses propos très éclairants. Et comme le veut la tradition non écrite, mais la norme bien présente, je vous invite à partager le verre de l'amitié à l'apéritif de la Verrière. Merci de votre attention. Merci à vous aussi. Merci, Jacques. Ça va? Ah ouais. J'ai dû être Cortéber alors.